Nous allons à présent nous intéresser à ce qui se passe au Niger. D'ailleurs, la Russie n'est pas très loin. Il en sera évidemment largement question. Cette image que je vous montrais au début de l'émission, c'est l'ambassade de France, pour ceux qui connaissent Niamey, qui est violemment attaqué par certains manifestants. Vous voyez qu'ils cassent les portes, les vitres, qu'ils mettent le feu. Mais ce qui est sans doute le plus symbolique, c'est ce drapeau français qui est arraché de l'ambassade. Donc un sol français, il est brûlé. Et puis le drapeau russe qui est accroché au fronton de l'ambassade. Avec cette question en filigrane, vous apercevez ce drapeau russe à côté du drapeau nigérien. Est-ce qu'une confrontation entre les 1500 soldats français qui sont sur place et les putschistes au Niger est une éventualité? C'est évidemment ce que tout le monde redoute. On en parle pendant une bonne demi-heure, mais pour que vous compreniez la situation qui a évolué ce week-end et aujourd'hui, les indispensables de Christophe Carnino. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors la situation s'envenime, on l'a bien vu sur ces images, la tension monte. Est-ce qu'on peut se diriger vers un affrontement armé au Niger? Alors c'est en tout cas ce qu'affirme la junte militaire au pouvoir. Selon elle, la France a signé un accord afin de mener une opération spéciale sur le palais présidentiel. L'objectif, il serait de libérer le président Mohamed Bazoum, prisonnier depuis le 26 juillet dernier. On écoute le colonel-major Amadou Adramane, l'une des figures putschistes. La France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. Alors qu'en est-il de ces accusations? Pour le moment, il n'existe aucune preuve d'une quelconque autorisation entre la France et le pouvoir destitué. Écoutez l'analyse du colonel Michel Goya. Lui n'y croit pas une seule seconde. Pour être clair, c'est assez débile. Là, on est visiblement dans un coup d'État qui a été un peu bricolé, qui a commencé avec une affaire totalement corporatiste. Donc là, ça n'a absolument aucune crédibilité. Ce qui est sûr, c'est que la France n'exclut aucun cas où ses intérêts nationaux seraient touchés. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates ou aux entreprises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Rappelons que la France compte entre 500 et 600 ressortissants au Niger. Certains d'entre eux sont inquiets de l'évolution de la situation sur place. Écoutez ce témoignage d'un Français qui vit dans la capitale Niamey. Je suis préoccupé de la situation, mais je suis sûr que... j'espère que je suis sûr de rien, mais j'espère qu'une solution sera trouvée qui convienne à tout le monde. Aujourd'hui, il faut adopter un profil bas, prudence, et lorsque la chose reviendra au calme, je pense que nous ne serons pas menacés ni en danger. Rappelons que dans le cas d'une attaque contre ses ressortissants ou ses intérêts, la France dispose de moyens militaires au Niger, à Niamey notamment, un poste de commandement, une base aérienne également non permanente, ainsi que près de 1500 soldats initialement présents dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Alors, cette force, est-ce qu'elle pourrait agir directement? Écoutez ce qu'en pense le colonel Michel Goya encore. On peut intervenir depuis Niamey. On peut faire venir des forces en alerte également depuis la France. C'est possible sur l'aéroport. Toujours est-il que si intervention il y a, elle ne sera que pour protéger des ressortissants, pour protéger l'ambassade éventuellement, protéger des ressortissants français, ce qui est une mission tout à fait normale et finalement malheureusement assez habituelle. Concernant cette présence française au Niger, différents observateurs commencent à critiquer les choix de la France. C'est ce qu'explique le diplomate Gérard Haraud et le géopolitologue Pascal Boniface. En 2023, est-ce qu'il est nécessaire pour nous d'avoir des bases en Afrique? Est-ce qu'il est nécessaire pour nous d'entretenir ces relations un peu incestueuses? Une armée libératrice, au bout de 10 ans, c'est une armée d'occupation et elle réunit contre elle toutes les forces présentes.
c'est le dernier exemple d'une longue succession d'échecs pour la France. Le Niger vient compléter ce triste tableau où effectivement, il y a d'une part échec de la démocratie, ce sont des coups d'État militaires qui renversent des pouvoirs qui pouvaient être contestables mais qui avaient été élus. Donc il y a un recul de la démocratie en Afrique et aussi un recul de l'influence française. Alors, c'est un débat qu'on aura évidemment largement en plateau. En tout cas, Christophe, pendant ce temps-là, il y en a qui se frottent les mains, ce sont évidemment les Russes. Absolument, ces manifestations de soutien à la junte ont viré à la contestation anti-française et aussi aux prises de position pro-russes. Exemple avec le drapeau français de l'ambassade de France arraché avant d'être brûlé, puis remplacé par le drapeau nigérien et le drapeau russe que vous aviez à l'image. Alors officiellement, le Kremlin se dit préoccupé. Dmitri Peskov, le porte-parole, rappelle ce matin « Nous appelons à un rétablissement au plus vite de la légalité dans le pays, à la retenue de toutes les parties afin d'éviter d'en arriver à des pertes humaines ». On ne sait pas ce qu'entend Dmitri Peskov par le mot « légalité ». Rappelons tout de même que le Kremlin invoque la légalité pour justifier ses annexions en Ukraine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Niger est le 4e producteur mondial d'uranium, que l'entreprise française Orano Exareva continue d'exploiter et que les récents coups d'État en Afrique ont permis l'installation d'entreprises russes dans les pays concernés, au Soudan, au Mali et au Burkina Faso. C'est l'économie russe via Wagner qui a mis la main sur les ressources en or notamment. Merci beaucoup, Christophe. Une courte séquence va résumer à la problématique. Je me tourne vers Vincent Hugeux et je me tourne vers Niagale Bagayoko qui nous rejoint à distance, présidente de l'African Security Sector Network. Merci infiniment d'être avec nous. Je viens vers vous dans un instant, mais cette séquence, elle est assez classique. Hélas, on va en reparler dans un instant. À chaque fois qu'il y a un putsch ou un coup d'État, la rue dit ce genre de choses. À bas la France, à bas la France, vive la Nigérienne, à bas la France, à bas la France, la France se dégage avec Poutine, ses amis, et nous voulons la Russie, Poutine. C'est arrivé au bout de quelques heures. Dans les toutes premières heures, il n'y avait pas cette question de vive la Russie et de à bas la France. Si vous rembobinez le film, dès septembre 2022, vous avez à Niamey des manifestations où l'on voit des manifestants, donc plus ou moins spontanés, brandir des drapeaux russes et des pancartes analogues à celles qu'on vient d'examiner. À bas la France, vive la Russie, vive Poutine. Méfions-nous de la tentation de prêter à la Fédération de Russie et à son bras armé Wagner un pouvoir qui n'est pas le sien. Les coups d'État avant-hier au Mali, hier au Burkina Faso, aujourd'hui au Niger, ne sont pas ourdis ex nihilo dans une officine du Kremlin. La stratégie russe a toujours été celle de l'effet d'aubaine et de l'opportunisme. Wagner, par exemple, surfe sur un ressentiment qui s'explique assez bien. C'est-à-dire que l'intense frustration éprouvée par les Africains face à l'incapacité de la 5e ou 6e armée du monde à anéantir les foyers djihadistes. Alors, vous passez très vite de l'incompréhension à la suspicion et de la suspicion au complotisme. D'autant plus que les Russes en général, Wagner en particulier, avec ses officines locales, ont travaillé au corps et parfois au portefeuille, dans les 3 pays que j'ai cités, Mali, Burkina, Niger, des relais d'opinion de la société civile et certains acteurs politiques qui en ont fait une rente de situation. Vous voulez, bon. Et donc, c'est la conjonction de ces phénomènes. Et puis, pour être tout à fait équanime, il faut toujours balayer devant sa porte et penser contre soi-même. N'oublions pas que la France paie aussi les arriérés de ces errements postcoloniaux, puisque les interventions militaires françaises ont très longtemps visé à maintenir au pouvoir des tyrans illégitimes, détestés par une partie de leur peuple, et à étouffer, à bâillonner dans l'œuf, donc, des mouvements démocratiques peut-être un peu pagailleux, mais sincères et légitimes. On voit des images de cette base militaire française à Niamey que vous connaissez, 1500 hommes. Il y a, vous le voyez bien entendu, des avions. Niagale Bagayoko, c'est ce qui inquiète dans le fond tout le monde ce soir, c'est que vous avez 1500 soldats français, 500 ou 600 expatriés, comme on dit, et puis une rue qui est assez volatile là en ce moment.
Alors, en effet, il y a cette hostilité qui, comme le rappelait Vincent Hugeux, n'est pas nouvelle et remonte bien avant, à mon avis, 2022, et qui ne s'exprime pas seulement contre la France, mais contre la présence militaire extérieure en général. La base aéroportée projetée de Niamey pourrait faire l'objet d'une prise à partie par les manifestants, comme on l'a vu se produire au Burkina Faso l'an dernier, où il y a eu une instrumentalisation des manifestants par le putsch qui s'est produit dans le pays, où l'un des deux protagonistes a laissé penser que la France allait mobiliser ses forces spéciales pour s'opposer au coup d'État. Et on voit que ce type de rumeur a été diffusé au cours des derniers jours. Je ne pense pas cependant qu'il y ait de risque à titre individuel pour les ressortissants français. Ce sont toujours les symboles de la politique étrangère de la France qui sont pris pour cible. Bien entendu, en premier lieu, l'ambassade, éventuellement les emprises militaires, voire quelques journalistes, ce qui est très préoccupant. Mais il y a un rejet de tout ce qui est censé incarner la politique africaine de la France, mais pas nécessairement un rejet des Français en tant que tels, à mon avis. Alors, on en vient juste au terrain politique un instant que vous allez nous aider à décrypter. Condamnation immédiate de l'Union africaine, bien sûr, condamnation de la France, des États-Unis, la CEDEAO hier, on l'a dit tout à l'heure, la Russie elle-même, le Kremlin condamne, et pourtant... On n'a pas de nouvelles du président Bazoum, simplement, sauf pour dire qu'il est en bonne santé. Mais enfin, ça reste un président déposé avec une junte qui, chaque jour, égrène de nouvelles règles, comme si rien ne pouvait bouger malgré la condamnation unanime. Alors, il y a eu une photo importante qui a été diffusée hier. C'est celle du président Bazoum avec le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, qui, de manière assez surprenante, a été désigné par ses pairs africains, notamment de la CEDEAO, même si le Tchad ne fait pas partie de l'organisation, comme médiateur dans la crise. Si je souligne le caractère étonnant de ce choix de médiateur, c'est que Mahamat Idriss Déby est lui-même à la tête d'une junte militaire au Tchad qui a procédé à des répressions extrêmement sanglantes de manifestations il y a seulement quelques mois. Donc on peut s'interroger sur le choix de recourir à quelqu'un qui a accéder au pouvoir en violant les dispositions constitutionnelles sans pour autant faire l'objet de sanctions de la part de l'Union africaine pour faire une médiation dans le cadre d'un coup d'État. Je reviens vers vous, ça fait sourire Vincent Hugeux, fin connaisseur aussi de ce dossier. C'est vrai que c'est un attelage qui peut être, peut paraître étonnant. Petit élément complémentaire, initialement, c'est le président du Bénin, Patrice Talon, qui avait été pressenti comme médiateur. Il ne s'est pas rendu sur place, soit qu'il ait hésité lui-même pour des raisons de sécurité, soit que la junte de Abderrahmane Tiani ne lui ait pas accordé l'autorisation d'atterrir. Ce qui a peut-être motivé cette sorte d'intronisation paradoxale dont parlait Niagalé à l'instant, c'est le fait que Mahamat Idriss Déby, donc fils et successeur de l'ex-président Idriss Déby Itno, est lui-même un militaire, qu'il a été le numéro 2 du contingent tchadien au Mali et qu'il a tissé des relations avec la plupart des chefs militaires, notamment nigériens, et que ça pourrait, le cas échéant, lui donner un avantage comparatif. Voilà pour l'explication, sans doute, de ce choix surprenant, effectivement. Et il faut se souvenir que si la politique d'Emmanuel Macron est perçue comme illisible en Afrique, c'est aussi parce que, au lendemain de la dévolution
évolution dynastique et familiale du pouvoir du père au fils au Tchad. Il a été le seul chef d'État occidental à aller adouber sur place cette succession paradoxale. Dernière remarque très brève, la CEDEAO dont parlait Niagalé Bakayoko, donc la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sous la conduite de son nouveau président en exercice, le Nigérian Bola Tinubu, a quand même formulé un ultimatum extrêmement clair d'une semaine, avec des sanctions assez féroces en termes d'échanges commerciaux et de transactions financières. Et il y a déjà d'ailleurs des sanctions, puisque les États-Unis disent qu'il n'y aura plus $1, l'Europe dit qu'il n'y aura plus €1 investi là-bas. Pourtant, on n'a pas l'impression que ça change vraiment la situation. Non, mais parce que après, je pense que, ce qui se passe aussi, c'est que la raison pour laquelle on est une espèce de flottement, c'est une espèce de radicalisation aussi, c'est parce que ça donne quand même l'impression que ce coup d'État du chef de la garde nationale, de la garde présidentielle, finalement, c'est quelque chose qui semble un petit peu patiner. En fait, on voit bien que concrètement, depuis plusieurs jours, il a fait une prise de parole, mais qui n'a pas été directement après le coup d'État. Il a mis plusieurs jours, comme s'il avait eu besoin lui-même d'affirmer son autorité vis-à-vis des autres chefs militaires. Et donc finalement, accuser aussi la France, c'est aussi une façon finalement de rallier un petit peu tout le monde derrière le drapeau en disant le pays est attaqué, les Français sont responsables de tout. Et donc ça marche toujours. Et pour le coup, c'est une mécanique, effectivement, il y a une espèce de mimétisme, en fait, avec ce qu'on a vu au Burkina, ce qu'on a vu au Mali, où effectivement, une armée qui est épuisée et par plusieurs années de guerre contre les djihadistes et qui finalement n'arrive pas à gagner, en fait, a tendance des fois un petit peu à tenter de reprendre la main en disant et en rejetant finalement la responsabilité sur l'ancienne puissance tutélaire, la France. Et pour le coup, effectivement, ça parle à une partie de la population qui ne s'explique pas, comme vous le disiez, comment il est possible que la grande armée française n'arrive pas à bout de centaines de djihadistes. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, on a une radicalisation de ce discours avec ce genre d'image d'attaque sur l'ambassade française, mais qui joue aussi un petit peu un rôle finalement de catalyseur pour ces putschistes qui sont finalement, qui ne semblent pas très bien assurés de leur pouvoir. Oui, alors intéressant parce que, et là le regard militaire là-dessus, Niagalé Bakayoko disait les doigts sont pointés vers les militaires, pas forcément les ressortissants français, on en parlera dans un instant. Et en arrière-fond, il y a cette lutte contre les djihadistes qui n'a pas été un succès flagrant ces derniers temps. Évidemment, l'opération Barkhane, dont faisait partie le dispositif français au Niger, n'a pas été un succès. Le président Macron y a mis fin. Et finalement, il y a eu quelques succès tactiques, mais évidemment pas de victoire. Donc, ce qu'on peut noter, c'est quand même que le dispositif français à Niamey et de manière générale au Niger n'est pas taillé comme un dispositif de combat d'infanterie. Le Niamey était plutôt une base arrière, entre guillemets, avec des avions, des drones, enfin une poignée de Mirage 2000, 2, 3, 4, mais c'est pas du tout une base dans laquelle on a des dizaines d'appareils qui sont capables d'aller frapper des cibles militaires de l'armée nigérienne, par exemple. Donc il faut se dire qu'il y a quelques dizaines de commandos qui protègent la base, qui est elle-même installée sur l'aéroport international de Niamey, et il y a 1500 militaires qui, eux, sont pour l'essentiel pas des gens qui sont vraiment rompus aux techniques de combat d'infanterie, qui sont des militaires très experts sur d'autres domaines, notamment sur le combat des drones, sur l'état-major, etc. Oui, on voit un drone d'ailleurs, mais qui sont au moment où vous en parlez. Voilà, des gens qu'on va mettre, qui seront les mieux placés pour être en première ligne. Après, puisqu'on contrôle une zone de l'aéroport, il est possible pour la France de monter en puissance très rapidement, en quelques dizaines d'heures. Et c'est probablement ce qu'évoquait un des militaires nigériens, c'est le fait qu'il y a eu des réunions. Peut-être que l'état-major français a préparé des options pour le président Macron. C'est évidemment, ce serait irresponsable de ne pas le faire. Et donc, à envisager la possibilité d'aller libérer le président. Alors, question à l'ancienne députée que vous êtes, précisément, mais qui rejoint ce que vous venez de dire. Il y a eu quand même des paroles assez dures de la part de la junte. On n'envisage pas pour l'instant d'évacuation de ressortissants. Ça vous semble normal ? Alors, c'est toujours difficile d'arracher les gens quand ils sont installés. Ils y sont installés pour des raisons économiques la plupart du temps. Il y a des activités d'entreprise, il y a des intérêts français, en fait, multiples sur le territoire nigérian. Et donc, du coup, bouger, mettre en effervescence et faire peur aux ressortissants français, c'est toujours compliqué. On se souvient, par exemple, en Ukraine, à quel point ça a été difficile et le temps qu'on a mis à dire définitivement il faut partir.
parce que ça vient envenimer la situation, ça crée un effet de panique, et même s'ils sont 600, on ne peut pas leur dire sortez de chez vous et prenez un avion. Il faut assurer aussi leur sécurité de leur domicile jusqu'à un transport qui leur permettrait d'aller au moins dans un pays voisin avec qui on a des bonnes relations, voire rallier tout de suite le territoire français. Donc c'est des opérations qui sont très complexes à mettre en œuvre, sachant en plus que les militaires français sont directement visés, en tout cas dans le discours. Mettre une dizaine ou une vingtaine ou une cinquantaine de militaires français en armes dans les rues pour aller récupérer 600 Français civils, ça va envenimer encore les choses. Donc du coup, voilà, avec toute la prudence qu'il faut mettre dans le cadre, il faut que ces ressortissants respectent les consignes du Quai d'Orsay. Avant de parler des Russes, malgré tout, parce qu'on a bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une opération téléguidée russe, mais qui pouvait éventuellement récolter les fruits. Niagale Bagayoko, ce débat qu'on a entendu tout à l'heure de façon un petit peu fugace avec Gérard Haraud, mais il n'est pas le seul, c'est un poids lourd de la diplomatie française, ancien ambassadeur aux États-Unis, qui dit, il y en a d'autres qui disent la même chose, on aurait dû retirer tous nos militaires après Barkhane, et dans le fond, c'est pas étonnant s'il y a ce feu qui est mis aux poudres. Alors en effet, c'est un discours qu'on entend beaucoup, mais qui affirme même qu'on aurait dû retirer tous les militaires français après l'opération Serval, qui a été menée avec succès en 2013 et qui a été ensuite élargie avec cette opération Barkhane, qui est allée au-delà du seul territoire du Mali pour couvrir les 5 États du Sahel, donc Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, où est placé l'état-major de forces armées françaises au Sahel. Ce qui est extrêmement important de dire, c'est que l'armée française et les autorités politiques ont essayé de tirer les leçons de l'échec de l'opération Barkhane, qui, il faut le rappeler, s'est traduit par un retrait contraint des effectifs, ainsi que du retrait tout aussi forcé de la force militaire Stabre du Burkina Faso, qui incluait des forces spéciales. Et donc au Niger, c'est un modèle complètement différent qui a été mis en place, fondé sur une visibilité, une discrétion assumée, mais qui surtout prévoit que l'engagement des soldats français se fait dans le cadre opérationnel sous commandement nigérian. Ce point me paraît absolument essentiel et insuffisamment rappelé. C'est un point absolument majeur, puisque aujourd'hui, il est très difficile, voire inenvisageable à mon avis, que les soldats français soient engagés sous l'autorité du chef d'état-major des forces armées nigériennes, alors même que celui-ci, au nom de l'armée, a prêté allégeance au général Tiani, qui vient de perpétrer un putsch. Donc il va y avoir besoin de clarifier cet arrangement militaire actuel. Le Conseil de défense de samedi a évoqué la suspension de l'appui budgétaire et de l'aide au développement, mais n'a pas évoqué ce volet. Ça l'a peut-être été de manière beaucoup moins ouverte et beaucoup plus confidentielle, mais il est important de savoir que c'est un arrangement inédit avec des forces françaises qui, en opération, sont placées sous le commandement armé des forces nigériennes. Hasard du calendrier, et on aborde un autre dossier, ont eu lieu pendant ce week-end un vote en Centrafrique sur la nouvelle constitution qui permettrait au président, ce référendum qui permettrait au président de rester au pouvoir. Sous les auspices de Wagner. On sait que c'est le groupe Wagner qui a contribué à organiser, même je crois, à rédiger en quelque sorte, en République centrafricaine. On sait que Wagner est très implanté là-bas. Vous me voyez venir par ricochet en quelque sorte. Est-ce que la situation pourrait au Niger bénéficier à Wagner ?
Alors moi, je rejoins plutôt Vincent Hugeux dans son analyse quant au fait qu'il ne faut pas surévaluer l'influence du groupe militaire privé Wagner dans certains pays, mais j'ajouterais qu'il faut absolument souligner la nature des relations bilatérales officielles qui existent entre l'État du Niger, incarné par le régime du président Bazoum, et la Russie. La Russie est aujourd'hui, pour le Niger, comme pour la plupart des pays africains, le principal fournisseur d'armement. Alors, il s'agit en général de véhicules armés ou de blindés très légers, dotés de très faibles technologies, donc très abordables pour la plupart des budgets des pays africains. Et le président Bazoum a toujours très ouvertement assumé le fait d'être à la fois extrêmement proche de la France et plus largement des Occidentaux, mais aussi d'avoir développé dans le domaine militaire un partenariat privilégié avec la Russie et également, mais c'est un registre différent, avec la Turquie pour les drones. Je soulignerai aussi pour terminer que lors du sommet Russie-Afrique, avec un rappel encore aujourd'hui, Vladimir Poutine a appelé à la restauration dans ses fonctions du président Bazoum. C'est un élément qui me semble important, qui tranche avec certaines déclarations prêtées à Evgeny Prigojine, qui, elle, semble plutôt appeler à un soutien à la junte. Mais l'acteur majeur pour moi, dans le contexte du Niger et du Sahel en général, reste l'État russe et la société militaire Wagner n'en est qu'un sous-traitant. Merci Niagale Bagayoko pour ce regard, et on a vu les images, Vincent Hugeux, de la dernière visite d'Emmanuel Macron en 2019 avec le président Bazoum. C'est intéressant, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être deux lignes en même temps, la ligne du Kremlin, une ligne qui est de poursuite du partenariat avec cet homme, le président Bazoum, celui qui a été déposé, et puis ensuite, le cas échéant, le jeu de Wagner. Oui, alors n'oublions pas, puisqu'on évoquait le cas de la République centrafricaine, c'est que si l'ancienne Oubangui Chari a pu devenir la tête de pont du retour en force de la Russie en Afrique, c'est avec le concours aussi actif qu'involontaire de la France. Vous aviez une interposition, une opération qui s'appelait Sangaris, qui a été démontée hâtivement en 2016, au grand dépit d'ailleurs de nombreux acteurs politiques centrafricains qui m'en ont parlé ouvertement à l'époque. Et non seulement la France donc crée un vide invitant les Russes à s'y engouffrer, mais à l'ONU, elle soutient une résolution qui permet au fond une levée partielle de l'embargo sur les armes, et donc les Russes arrivent en disant écoutez, très bien, on a les armes, on va vous les céder à vil prix, et avec les armes viendront les instructeurs. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé un jour devant l'entrée du domaine impérial de Berengo, qui était celui du défunt Bokassa Ier, Sa Majesté impériale. On m'a interdit d'y entrer. Ce sont d'ailleurs des Russes qui l'ont fait, après un échange dans leur langue avec le grand patron de l'opération en Centrafrique. Et donc, si vous voulez, hélas, la France a profondément manqué de discernement à l'époque. Et puis, un autre point qu'on oublie très vite, c'est que je me souviens avoir travaillé assez longuement, c'était en novembre 2021, sur la longue errance d'un convoi de ravitaillement français qui avait été retenu pendant plusieurs journées au Burkina Faso, qui ensuite a été bloqué par des manifestants à Terra, au Niger, pourtant allié loyal et robuste de la France. Et tout ça s'est terminé par des échanges de tirs et surtout par le fait que 3 citoyens nigériens ont trouvé la mort, et que d'après une enquête menée par les autorités de Niamey, ce sont bien des balles françaises, alors peut-être par ricochet sur des tirs au sol, etc., qui sont responsables de ces décès. Donc vous voyez que le contexte n'était pas aussi poétique et doux qu'on pouvait le supposer. En tout cas, pour conclure, c'est un clou de plus dans le cercueil de la France-Afrique, tout ce qui se passe. Oui, clairement, mais de toute façon, je pense qu'aussi, justement, une partie des gens qui manifestent, justement, s'opposent justement à ce fantasme de la France-Afrique que la France essaye, je pense, à elle-même de clôturer, puisque c'est pas non plus, je pense, l'image que la France souhaite donner. Donc effectivement, il y a un espèce de legs du passé qu'on essaie de gérer, et dans le parallèle, on a effectivement des populations civiles qui elles, ont ce legs du passé, et effectivement, peuvent des fois s'opposer un petit peu à la politique française. Et dans ce cadre-là, effectivement, les Russes, et
notamment Wagner, mais pas que, ont une politique extrêmement opportuniste, de profiter un petit peu des faiblesses de ces États, aussi de la façon dont est vue l'ancienne puissance tutélaire, pour essayer de s'engouffrer, pour proposer des gardes pétroliennes à des régimes qui sont désormais complètement au banc des nations, en tirer des bénéfices financiers et effectivement tisser leur toile un petit peu, même si au final, il faut quand même garder en tête que l'arrivée de Wagner dans ces pays-là, au-delà dans les aspects militaires notamment, en fait, n'aide absolument pas ces pays à combattre les djihadistes. Bien au contraire, au Mali, c'est un échec complet. Alors que Prigojine a fait savoir par un court message audio qu'1 millier de ces hommes et il n'y aurait plus de djihadistes dans toute la zone. Oui. Pour conclure très rapidement et avant de passer aux cartes blanches. Très rapidement, je pense qu'il est intéressant de voir que finalement, ces dernières années, sans guerre ni invasion, le continent africain est en train de complètement changer de visage géopolitique. C'est assez surprenant quand on fait le compte, quand on regarde. Il y a énormément de pays qui ont complètement été transformés. Les équilibres ont totalement basculé. Et finalement, on parlait de la France-Afrique. Elle est terminée depuis longtemps. Oui. On est sur l'inertie, mais le continent africain est déjà dans le monde d'après. Oui, il y a un effet de persistance rétinienne.